En studio avec nous pour son décryptage régulier de la situation politique ou géopolitique, Mohamed Sifawi, journaliste et écrivain, bonjour. Bonjour. Le Rassemblement national n'a pas obtenu la majorité absolue. Pourtant, vous allez nous expliquer pour quelles raisons vous n'êtes pas rassuré aujourd'hui. Eh bien, je ne suis pas rassuré pour la République et je ne suis pas rassuré, à vrai dire, pour nous tous, parce que j'observe depuis plusieurs années cette évolution constante, d'abord du discours extrémiste en général, de l'extrême droite et de la gauche populiste en particulier, qui ne cesse de séduire. Mais commençons par ce qui est positif. Il y a en effet une raison d'être satisfait. Jordan Bardella, qui se voyait déjà Premier ministre avant même le second tour des législatives, celui qui promettait déjà des postes ministériels et qui composait son cabinet, va devoir retourner en classe. Ce jeune homme, qui n'a jamais travaillé de sa vie, a encore beaucoup à apprendre à la fois de la société française et de la capacité de ceux qui croient encore dans la République à faire barrage à l'extrême droite. Il doit apprendre aussi, il n'est pas le seul, à faire de la politique qui ne se résume pas à des posts TikTok et surtout, il doit apprendre à faire preuve d'humilité. Cette extrême droite qui se banalise donc, cette extrême droite qui arrive à séduire aujourd'hui, y compris ceux qui ne sont ni racistes ni antisémites, va continuer de prospérer si, à un moment donné, on ne réagit pas tous collectivement pour stopper l'évolution de ces idées. Des idées dangereuses, quoi qu'en disent ceux qui se laissent aller vers l'approximation. On les a jamais essayées ? C'est vrai, comme on n'essaiera jamais de pousser sa mère ou ses enfants d'un avion sans parachute. Il ne faut pas prendre le risque de les essayer parce que leurs programmes, comme leurs idées, sont dangereux. De quelles idées parlez-vous ? Celles qui reviennent régulièrement dans le programme de l'extrême droite française et qui sont clairement des propositions anti-républicaines, je tiens à le souligner. Mais aussi, elles sont souvent anticonstitutionnelles. Je veux parler en premier lieu de la préférence nationale, parce qu'elle résume tout, en vérité. Il faut rappeler que la République a installé dès sa naissance un certain nombre de principes contenus pour la plupart dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, il y eut, dès le départ, une conception universaliste et humaniste qui a forgé d'ailleurs le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Ainsi, des mesures qui différencient d'un côté les Français entre eux et d'un autre côté les Français et les étrangers à partir d'une sémantique inventée de toutes pièces par cette même extrême droite, a introduit une idée extrêmement dangereuse de segmentation de la société. Pire, cette idée a été banalisée. Cette segmentation a été même amplifiée par la suite par des politiques publics, souvent irresponsables, qui ont permis, notamment à travers des choix urbanistiques hasardeux, de créer des ghettos ethno-religieux et ainsi de mettre en place les conditions du communautarisme sur lequel surfent un certain nombre de partis, notamment de gauche, pour privilégier des approches clientélistes. La notion de préférence nationale constitue donc une rupture très grave qui rompt avec le projet de société et tout ce qui permet de faire nation. Dans cette polarisation, on cherche à fragmenter la société. Je l'ai dit, l'extrême droite comme l'extrême gauche cherche aussi à inventer des votes juifs ou des votes musulmans. On cherche donc à ghettoiser les citoyens par groupe ethnique et à leur expliquer que le groupe d'en face serait dangereux pour eux. En clair, en suivant cette logique anti-républicaine, vous et moi, Elsa, nous devrions nous regarder en chien de faïence, nous devrions surtout nous méfier l'un de l'autre, et je n'aurai de fait rien à vous dire sur cette radio. Qui veut véritablement de cette France, sinon des extrémistes ? Il y a des gens, y compris dans la société civile, qui sont en train de jouer avec cela. Ils jouent avec le feu. Ces irresponsables font le jeu d'un parti extrémiste ou d'un autre. La notion de préférence nationale est une approche qui n'a rien à voir donc avec la France moderne, la France républicaine. Or, beaucoup l'oublient, elle constitue la colonne vertébrale de l'idéologie de l'extrême droite française depuis un siècle. Comment ça, depuis un siècle ? Allez, je vais prendre l'histoire récente. Je sais que les sympathisants de l'extrême droite n'aiment pas quand on leur rappelle cela, mais je vais le faire tout de même. C'est parce que le RN s'inscrit dans ce continuum idéologique qu'il faut souligner et avec lequel le Rassemblement national n'a jamais rompu. La préférence nationale, c'est sur quoi, je le disais, repose le discours antisémite d'Édouard Drumont, par exemple.
La préférence, par la suite, c'est toujours au nom de cette préférence nationale qu'il y a eu l'affaire Dreyfus. Il faut le rappeler. La préférence nationale a d'abord fait le distinguo entre les juifs français et les juifs étrangers. Ces derniers furent les premiers à être livrés au Troisième Reich, avant que tous les autres ne soient remis à leur tour aux nazis, toujours au nom de cette préférence nationale. Au nom de la préférence nationale, le régime de Vichy avait affirmé qu'il livrait les juifs pour protéger en somme ceux qui étaient à ses yeux les vrais Français. Déjà. Voyez-vous, cette notion de vrais Français et de Français de papier fait encore partie du discours officiel de l'extrême droite aujourd'hui. Et certains osent nous dire que ce parti aurait changé. Jamais l'extrême droite française ne s'est séparée de ses mauvaises habitudes, même s'il y a eu un ravalement de façade pour induire en erreur. Dans les faits, gardons en tête un principe. Pour appliquer une politique dite de préférence nationale, il faudrait modifier la Constitution. Or, quand vous changez l'architecture idéologique et juridique d'une Constitution, vous la changez pour l'ensemble de la société, pour tous les citoyens, sans exception. Sinon, vous créez un système d'apartheid qui vous mettrait en marge des nations démocratiques. Un État souverain peut faire des choix, certes. Dans les faits, ce que beaucoup de Français ne savent probablement pas, c'est que si vous instaurez au nom de cette fameuse préférence nationale un système qui placerait par exemple les binationaux dans une situation d'inégalité par rapport aux autres citoyens, vous le faites pour tous les binationaux, sans exception. Alors oui, je sais que beaucoup d'électeurs de l'extrême droite visent en priorité les Noirs et les Arabes, comme ils disent, pour reprendre leur expression préférée, mais l'application d'une telle mesure au sujet des binationaux concernerait aussi, de fait, des franco-espagnols comme Manuel Valls, des franco-italiens comme Éric Dupond-Moretti, des franco-marocains comme Rachida Dati. Vous savez quoi? Même certains alliés de l'extrême droite aujourd'hui, ceux qui se sont présentés sous les couleurs du LR version Ciotti, comme le député des faits, le franco-israélien Meir Habib, seraient donc concernés. Vous voyez, ce sont des sujets très sérieux, trop sérieux, délicats. Il s'agit d'un matériau bien fragile avec lequel il ne faut pas trop jouer. Il concerne plus de 3 millions de binationaux en France. Certains Français de bonne foi pensent que le Rassemblement national n'est plus un parti raciste et antisémite. Bien sûr, nous entendons cela depuis plusieurs années. Mais alors, posons-nous la question, tout simplement. Pourquoi ce parti, qui ne serait plus raciste ni antisémite, continue d'attirer alors des personnalités condamnées durant leur parcours pour racisme ou antisémitisme? Pourquoi à chaque élection, le Rassemblement national présente des candidats dont on découvre par la suite qu'ils se sont illustrés, soit par des sorties racistes et xénophobes, soit par des déclarations antisémites et homophobes? Soyons sérieux, il n'y a aucun parti qui ne soit ni raciste ni antisémite et qui attire autant de racistes et autant d'antisémites. En plus, des misogynes et des homophobes. En politique, le racisme est toujours visible à l'extrême droite et l'antisémitisme est de plus en plus visible au sein de la gauche populiste. Or, vous savez, il y a un slogan répété par le collectif Nous Vivrons, qui est né après les attentats du 7 octobre 2023 et qui rappelle une évidence avec une incroyable simplicité. Donc je leur emprunte cette citation. On ne combat pas le racisme avec des antisémites et on ne combat pas l'antisémitisme avec des racistes. Le problème des partis, des associations et des citoyens vient aussi du fait que beaucoup ont accepté que la lutte antiraciste, qui est une lutte républicaine, soit segmentée. Voilà ce qui a fait aussi le jeu du Rassemblement national et par prolongement celui de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous voulez dire par segmentation de la lutte antiraciste? Je veux d'abord rappeler que la lutte antiraciste est une seule lutte. Elle est indivisible. La lutte antiraciste, ce n'est pas le juif qui lutte contre l'antisémitisme, ni le maghrébin qui lutte contre le racisme. Non, ça, ce sont des luttes communautaristes, égoïstes, individualistes, liées le plus souvent à des approches antirépublicaines. La lutte antiraciste est une lutte citoyenne qui engage toute personne vivant sur le territoire de la République à refuser tout ce qui est de nature à porter atteinte à l'altérité et à la dignité de tel ou tel groupe dans la société. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Pour le résumer, cela suppose qu'aucun Français ne doit accepter que soit humilié telle femme ou tel homme en raison de son origine, de son sexe, de sa religion réelle ou supposée ou de son orientation sexuelle. Voilà ce qu'exige de nous la République. Or, quel est le piège que tend l'extrême droite
aujourd'hui à l'ensemble de la société. Elle surfe sur cette segmentation de la lutte antiraciste et fait croire que lutter contre ce que ce représentant appelle par exemple le racisme anti-blanc d'un côté et l'antisémitisme de l'autre serait une approche républicaine. Je laisse chacun à sa naïveté s'il veut croire que le RN est un parti qui lutte contre l'antisémitisme. En miroir, néanmoins, la France insoumise se pose en défenseur autoproclamé des musulmans et des Africains. En vérité, LFI manipule elle aussi, les quartiers populaires pour faire avancer ses propres intérêts politiques. Ce qui est intéressant à observer, c'est que les premiers, le Rassemblement national ou Reconquête, génèrent ou s'accommodent du racisme, et les seconds, la France insoumise et l'extrême gauche, génèrent de l'antisémitisme. C'est cette situation qui fait croire à certains juifs qu'ils seraient défendus aujourd'hui par l'extrême droite et à certains musulmans qui seraient défendus par la gauche populiste. Tout ça ressemble à un piège. Comment pouvoir décrypter tout ça ? Je crois personnellement dans les vertus de la pédagogie. Étant donné que je suis sur une radio de la communauté juive, je vais essayer d'expliquer vraiment le fond de ma pensée au sujet de l'extrême droite. Parlons d'antisémitisme. Qui croit vraiment que ce parti n'est pas encore aujourd'hui le réceptacle des antisémites? Je l'ai déjà dit. Qui croit vraiment que Marine Le Pen aurait changé alors qu'elle continue d'avoir dans son entourage politique des gudards antisémites proches du régime syrien? Qui peut croire que le Rassemblement national ne serait plus antisémite alors qu'il investit des candidats qui furent tantôt proches de Soral, tantôt proches de Dieudonné? Je ne parle même pas des candidats qui arborent des symboles nazis. Qui peut croire qu'on peut lutter contre l'antisémitisme en acceptant la banalisation du racisme et de la xénophobie? Je vais m'arrêter sur ce point précis. Il faut que nous comprenions collectivement que dans le débat public, une radicalité au pouvoir génère automatiquement et systématiquement une autre radicalité en opposition. En clair, Le Pen est aujourd'hui la meilleure alliée de Mélenchon et inversement. Elle fait de lui, en cas d'accession au pouvoir, le premier opposant de façon mécanique. À côté de cela, quand vous prenez le risque d'introduire le racisme et la xénophobie dans des politiques publiques, vous acceptez finalement de prendre le risque de la banalisation de l'antisémitisme de l'autre côté. Les Juifs qui optent pour l'extrême droite prennent un terrible risque, qu'ils le veuillent ou pas. Au-delà du fait qu'ils vendent leur âme au diable, je le dis franchement, ils tranchent avec l'éthique juive et même s'ils sont peu nombreux dans les symboliques, ils créent un précédent qui alimente les extrêmes, car si des Juifs se mettent à défendre l'extrême droite, tout le monde peut voter pour l'extrême droite. C'est le message qui est envoyé à la société et ce message est dangereux. Et si tout le monde peut voter pour l'extrême droite, pourquoi ce serait mal ou dangereux alors de voter pour l'extrême gauche? Là aussi, il y a une autre folie qui s'installe, car il y a deux produits toxiques. D'un côté, le RN, le Rassemblement national, et de l'autre côté, LFI, la France insoumise. Et certains acteurs du débat public tentent de vous faire croire aujourd'hui qu'un produit toxique serait plus dangereux qu'un autre. Je ne sais pas si vous voyez la supercherie. On est en train d'hiérarchiser deux acteurs toxiques et d'expliquer à la société que finalement l'antisémitisme serait plus dangereux ou plus grave que le racisme, et d'autres pensent inversement. Cette approche, je vais vous le dire clairement, est irresponsable. Dire à la société que la peste serait plus dangereuse que le choléra, ou inversement, là aussi, c'est vouloir manipuler la société. La vérité est autre. Nous avons en réalité deux groupes toxiques au sein de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le Rassemblement national avec ses 144 députés et la France insoumise avec ses 74 députés. Nous devons donc garder un œil sur eux, car les deux représentent 218 députés, soit 14 millions de voix dans la société. 218 députés des deux bords sont dangereux pour la République, c'est mon intime conviction. C'est ce que je souhaiterais que nous retenions collectivement, car le pays est vraiment malade. Il est malade de cette fragmentation qui risque de s'aggraver. Mais quelle serait alors la meilleure approche pour réparer le pays ? Je crois, pour déjouer tous les pièges, il faut reconstruire du commun. Il faut lutter contre le danger du communautarisme et de l'individualisme. Il faut marginaliser les extrêmes. Il faut aussi dénoncer le populisme, celui prôné par certains médias notamment. Méfions-nous toujours des idées qui laissent croire que les problèmes de la France sont liés à tel ou tel groupe ethnique ou religieux. Alors au risque de décevoir, l'insécurité, ce n'est pas le fait des Noirs et des Arabes, c'est à cause des délinquants. Pas plus que la délinquance financière ne serait le fait des Juifs, comme le clament certains antisémites. C'est le fait de personnes qui ne respectent pas les lois. Le terrorisme, ce n'est pas à cause de tous les musulmans, mais c'est le fait de militants islamistes
qu'il nous faut combattre collectivement. Cette question est essentielle parce que l'ethnicisation du crime ou de la délinquance est un procédé extrêmement dangereux, déjà utilisé d'ailleurs par les extrêmes droites, parce qu'il a tendance à fragmenter la société. On ne pénalise pas en République tout un groupe lorsqu'en son sein il y a des brebis galeuses et même un troupeau de brebis galeuses. Je suis désolé de le répéter à chaque fois. Le populisme est dangereux. Le populisme, c'est quand un chef de parti, un élu, un ministre se met à parler comme un ivrogne. C'est ce que nous avons vécu au cours de ces dernières semaines. Alors oui, aujourd'hui, le sentiment premier qui domine en moi, c'est tout de même le soulagement. Mais je connais la fragilité de la situation. Aujourd'hui, les Français envoient un message clair. Ils ont accepté une fois de plus d'ériger une barrière républicaine face à l'extrême droite. Mais jusqu'à quand? Ils n'ont pas donné non plus de majorité à la gauche populiste et c'est tant mieux. La France insoumise ne bénéficie que de 74 députés, je l'ai dit. Ce qui m'inquiète, c'est que les deux extrêmes réunis font plus de 220 députés. Ce qui m'inquiète, contrairement à ceux qui ont des analyses spécieuses et égoïstes, c'est que la démocratie française doit aujourd'hui régler un problème. La moitié de la société est prête à s'accommoder du racisme ou de l'antisémitisme. Personnellement, je ne veux pas faire barrage à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon. Je ne veux pas faire barrage à l'un en faisant la courte échelle à l'autre. Je pense qu'il faut faire barrage aux deux, car les deux sont dangereux, et ils sont dangereux pour nous tous, et toute la réponse est dans le nous tous. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.